qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président de la République? Est-ce que c'est convaincant ou il doit revoir sa manière de se prononcer à la nation? Ben écoutez, la manière de convaincre, comme un père de famille, vous savez qu'un père de famille ne peut pas pleurer, même lorsqu'il y a la crise dans sa famille. Moi, en tant que père de famille, même si je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas montrer à mes enfants la tristesse, sinon ça va les affecter. Donc, c'est-à-dire, en tant que leader, je dois garder une bonne mine. Même si le Congo passe par des crises de frontières sur l'intégrité territoriale, crise économique, crise sociale, La pluie, la pluie, tout ça, les inondations partout. les problèmes urbains, Oh, inondations, ouais. tout ça, le président de la République, en tant qu'un père de la famille, garant de la nation, il ne doit pas afficher La tristesse. l'apparence de la tristesse. Mm. Il doit rester serein, comme il a été lors de son discours de l'état de la nation. Il doit rester positif, il doit parler la tête haute. Bon, puisque vous parlez de négociation de pouvoir, de l'entrée comme de sortie, si je devrais me tenir aux paroles du secrétaire général Augustin Kabouya, qui dira en son temps que Kabila a regardé, il a trouvé le parti le plus sérieux qui était l'UDPS, à qui il a offert le pouvoir. Est-ce que Kabila, aujourd'hui là où il est, il se plaint, il regrette d'avoir donné le pouvoir Ben, à Félix-Antoine Tshisekedi je suis Tshilombo? convaincu que Kabila n'a pas donné le pouvoir au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président après les élections. Il y a eu Mais des c'est le élections. secrétaire général qui l'a dit, hein, c'est Ben pas moi. écoutez, je ne suis pas dans sa vision. Je regrette d'ailleurs que ça sorte de lui. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que Donald Trump, ça va prendre un impact. Lorsque j'ai commencé ma vie de journée, Un million de vues par donc j'ai réussi. Il fait parler de lui, il s'appelle Monsieur Ridi Kamalenga. C'est un de nos invités aujourd'hui sur Afro-Canada Télévision. Il a été plusieurs fois répondre à nos questions et aujourd'hui il répond encore une fois à nos questions à propos du corridor qui est un corridor très pratique en ce moment en République démocratique du Congo et ailleurs. On parle. Bonjour Monsieur Ridi. Bonjour, monsieur Philemon. Aujourd'hui, on vous a appelé parce que on se met en tête que vous avez des réponses à nous donner à propos du corridor de Lobito. Effectivement, Donc, vous avez entendu parler de ça. nous pouvons toujours apporter des analyses. La première des choses, il faut comprendre que la République démocratique du Congo appartient à nous tous. Nous avons tous les yeux, les oreilles ouverts, Braqué vers la République braqués vers démocratique du la Congo. République démocratique du Quel que soit Congo, là où vous êtes. quel que soit là où nous sommes. Et nous aimons le Congo. Et c'est un pays bien à vivre, le climat est très bien, et c'est un très bon pays. Le problème, c'est que la raison même pourquoi nous devons avoir les yeux braqués là-bas, parce que nous voulons que les choses aillent bien. Donc voilà. Alors, parlant de Du ce corridor. projet corridor Corridor de Lobito. de Lobito, la première des choses, il faut rappeler d'abord, Lobito, c'est une ville portuaire en Angola, comme un peu Matadi. Donc, c'est une ville portuaire en Angola. Donc, déjà, dans l'esprit des néocolonialistes de l'Angola, admettons, par exemple, le Portugais qui ont colonisé l'Angola, lorsqu'ils ont créé cette ville-là de Lobito en 1843, j'espère, en 1843, c'était pour une seule raison. C'était quoi la raison alors? La raison, depuis 1843, dans l'esprit des néocolonialistes, c'était que cette ville-là devait faciliter les transports de minéraux qui vont Provenant d'où? du Congo, Katanga, passant par Lobito, pour que les minéraux quittent Katanga, la République démocratique du Congo, pour Lobito, ainsi. Et même leur esprit, c'était que le minerai quitte le Congo pour, en fait, tout le pays de l'Afrique centrale. Donc, ce qui s'est passé avec la réunion Qui a eu à qui a eu Lobito? lieu à Lobito, Oui, avec le président Biden. ce n'était que la concrétisation de la vision des colonialistes, des Portugais, lorsqu'ils avaient créé cette ville-là. Parce qu'ils voyaient
des potentiels, il voyait des richesses du sous-sol congolais et comment on peut faciliter cela pour que ça sorte. Nous devons créer déjà une ville et nous devons déjà créer une possibilité de chemin de fer qui va quitter Katanga et jusqu'à Katanga, Lualabo, toutes ces villes-là, pour que le minerai sorte de là, puisse transiter vers Donc, Angola. ce n'est pas un projet C'est d'aujourd'hui. pas un projet de jour. Ça date, je vous dis, dans l'esprit, en fait, des gens qui ont créé cette ville-là, des Portugais. C'est depuis 1843 qu'ils ont créé cela et c'était ça même la raison. Et vous allez voir, dans les années passées, c'était même l'ordre du jour de cette grande puissance économique du monde, les G7. C'était l'ordre du jour, ce corridor-là de l'Obito. C'était l'ordre du jour. Ils en ont parlé de ça depuis longtemps. Vous voyez? Et là, vous allez voir que même avant que M. Joseph Robinette Joe Biden, avant qu'il quitte la chambre, la Maison-Blanche, à quelques jours avant, il veut concrétiser cela. Alors, c'est là où je voudrais arriver, parce que c'est un projet qui date de longtemps, mais Joe Biden, il a fait 4 ans de son mandat. Il n'a jamais parlé de ça. Exact. Juste à la fin de son mandat, 50 jours avant son départ de la Maison-Blanche, il entame le projet. C'est quoi l'urgence? Alors, l'urgence dans ce projet, pour Joe Biden, la concrétisation de ce projet serait pour lui 2 raisons. Allez-y. La première raison, ce sera pour lui une façon en fait, de donner aux Américains ou d'élargir l'économie des Américains. Comment? Aujourd'hui, M. Philémon, aux États-Unis, les États-Unis ont la vision, mais les États-Unis n'ont pas la provision. OK. Les États-Unis ont des opérateurs économiques comme Elon Musk, Ouais. qui nous créent aujourd'hui Tesla. C'est le meilleur aujourd'hui. Qui nous créent aujourd'hui des Tesla, de voitures électriques. Intelligentes. Mais pour créer ces Tesla-là, ils ont besoin en fait de minerais, des matières premières, de cuivre, de cobalt. Ils prennent ça où? Vous voyez? Donc, Joe Biden, en faisant cela, c'est juste pour pérenniser ces opérateurs économiques d'avoir ce qu'il faut afin de continuer la création de leurs outils. Vous voyez? Oui. Donc, c'est une façon, c'est là, en fait, on parle de l'amour de la leur patrie. pays. Oui, mais voilà. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez voir, les États-Unis, ils quittent de loin, ils viennent s'ingérer dans les affaires des Africains. Vous pensez que c'est rien? Non, ce n'est pas rien. Ils savent que lorsque cette affaire-là va être concrétisée, ça va faciliter, ça sera comme un accord gagnant-gagnant. Ça sera des accords un peu comme ce que le Canada a avec le Mexique, avec les États-Unis, qui facilitent en fait de transition. Mais le Congo et les États-Unis sont très loin. Bien sûr. Mais pourquoi ils ont fait cela? C'est juste dans le but, en fait, que les États-Unis aient une mainmise, un contrôle et ou une rétribution ou une rétrocession ou une partie de tous les minéraux qui vont quitter le Congo en transitant par l'Obito, l'océan Atlantique, l'océan Indien, les pays d'Afrique centrale. Ils savent qu'ils auront quelque chose d'autre. La deuxième des choses, pour parler de ça, c'est un peu comme si Joe Biden réussissait ces projets-là, ça sera parmi, je pense, ses plus grands exploits qu'il a fait. Qu'il a laissé un projet que les Américains peuvent en profiter. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons voir les Congolais. Les Congolais aiment aujourd'hui étudier le droit, sciences politiques, on veut bien être éloquent, mais les Américains, ils sont dans la pratique, dans l'ingénierie. Vous voyez, c'est là en fait... Dans l'industrie. Dans l'industrie. C'est là en fait là où on devait parler que même le problème aujourd'hui qui se passe au Congo, c'est parce que les dirigeants du Congo ne veulent pas investir l'argent pour la formation de ses citoyens. Ils veulent juste faire la polytechnique. Exactement. Ils ne veulent pas investir de l'argent pour la formation de ses concitoyens. Il faut, avec tout le minerai que nous avons, avec tout ce que nous avons dans le sous-sol congolais, de lithium, tout ce qu'il fait pour créer les téléphones. Mais écoutez, le président du Congo peut prendre une grosse somme d'argent, il envoie un certain citoyen aux États-Unis aller étudier pour le programme pour être capable de créer. Être utile à la nation. Pour avoir ces compagnies-là ici au Congo. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a un problème sérieux. Les Américains, ils ont la vision, mais ils n'ont pas la provision. Alors, mais là, je voulais arriver parce que il y a des pays qui tirent ficelle de bénéfices dans ce dossier. Exactement. Quels sont ces pays qui sont bénéficiaires
Est-ce que la RDC fait partie? Ben écoutez, oui, la RDC fait partie. C'est d'ailleurs un partenaire de taille. C'est d'ailleurs lui, ici, il se retire de ce projet, mais où est-ce qu'ils auront le minerai? Ils font en fait ces corridors de l'Obito parce qu'ils savent que le minerai viendra en fait du Congo. Vous voyez? C'est là, en fait, le président Tshisekedi devrait en être fier et devait être beaucoup plus exigeant dans ce sens-là. Exigeant dans le sens que, puisque le minerai viendra de moi, puisque déjà, depuis 1843, lorsqu'on a créé cette ville de Lobito, la ville portuaire de Lobito, déjà dans la vision des néocolonialistes, c'était que le minerai quitte le Congo pour transiter et venir en Angola. Alors, je dois être fier, en fait, de mon pays, voire proposer. C'est là où, en fait, il faut verrouiller, en fait, ces projets-là. OK. Proposer des lois. Le président Tshisekedi doit avoir des mandataires, des délégués qui vont travailler en fait dans ce projet-là, parce que ça peut aussi être une grande régie financière qui peut ajouter, qui peut avoir une influence sur les recettes fiscales. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens se plaignent, disent que pourquoi pas ce projet passerait par le port en eau profonde à Moanda, par exemple. Exactement. Pourquoi ça passe par l'Obito? Mhm. Si ça passait par la RDC, ça créerait de l'emploi, ça diminuerait de l'embouteillage, beaucoup de choses. Ça donnerait un profit à la population congolaise. Et là, ça passe directement à l'Obito. Pourquoi pas avoir défendu ou bien lutté pour que ce projet rentre en RDC? Ben, bien évidemment, c'est là, en fait, où le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, doit beaucoup réfléchir. Quel est quel est le piège qu'on est en train de mettre pour, en fait, qu'on puisse avoir le contrôle sur le minerai du Congo? J'ai ouï dire que les États-Unis ont mis en place 500 millions de dollars. Ah ouais, c'est jusque-là. ça. Mais écoutez, C'est pas assez, hein? écoutez, est-ce que le Congo manque 500 millions de dollars? OK. Les États-Unis. Pour un projet de grande envergure, 510 millions, Est-ce que le est-ce que c'est l'argent? Congolais, les trésors du public du Congo manquent 500 millions de dollars? On est en train de trembler devant 500 millions de dollars ou on tremble parce que le président des États-Unis a mis son nez dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on craint? C'est pour cela que le président Tshisekedi devait être fier d'être président. Joe Biden a dit quelque chose de très important, que l'Afrique est l'avenir de demain. Ils le savent et c'est une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Pour Joe Biden, c'est une aubaine d'avoir le demain de plein pied dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est seulement les autres qui en seront bénéficiaires à 100%. C'est pour cela, moi, je ne sais pas si le projet de Banana, d'autres projets qui est maintenant dans les tiroirs, Oui. et c'est maintenant le corridor de l'Obito qui est maintenant d'actualité, moi, je pense que le président Tshisekedi devrait beaucoup réfléchir là-dessus, faire appel aux experts, réfléchir, qu'il n'y ait pas un piège, qu'il n'y ait pas un appât qu'on est tenté de lui tendre, afin qu'un jour, qu'il y ait encore des problèmes de l'Est du pays, encore par les biais de l'Obito. Vous voyez? Ouais. Parce que moi, à mon sens, vous allez voir dedans, il y a beaucoup d'opérateurs, il y a la Banque africaine de développement qui est là-dedans, tout ça. Il y a beaucoup, en fait, des gens. Les États-Unis jouent le rôle un peu comme des partenaires. Il n'a rien à voir. C'est un projet que l'Angola, Zambie, le Congo peuvent conclure un projet comme ça sans même l'apport des États-Unis. Bien sûr. L'Angola ne manque pas 500 millions de dollars. La Zambie ne manque pas 1 milliard de dollars. Le Congo ne manque pas 2, 3, 4, 5 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, on peut avoir de l'argent. Et moi, c'est que je suis en train d'appeler à la conscience de notre président Félix Tshisekedi. J'appelle sa conscience de beaucoup réfléchir sur ce projet-là. Je sais que c'est un projet qui doit avoir lieu peut-être en 2026 ici. Ils sont en train de travailler là-dessus. De beaucoup réfléchir, de verrouiller, d'appeler des juristes, d'appeler des spécialistes en projet, de verrouiller cela de sorte que ça soit lors du partage du gâteau, même en termes de création des emplois. J'ai ouï dire que le président Tshisekedi a dit qu'il y aura à peu près 30 000 emplois qui vont être créés là-dedans. Il faut que le Congo prenne une grande partie. Parce que c'est nous qui sommes l'intérêt. Mais c'est vous qui êtes l'intérêt. Mhm. Pourquoi cette rencontre n'a-t-elle pas eu lieu en RDC? C'est ça, en fait, je parle ici, le président du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, devait être très exigeant. Parce que c'est lui qui est en fait comme le joker. C'est lui dont on a besoin.
Si lui, il refuse avec son pays, ces projets-là n'auront pas lieu. Parce que le minerai viendra de là, du Congo. C'est là où je dis déjà au départ, il pouvait exiger à son homologue américain que non, je pense, pour ce projet, je pense que nous puissions avoir une réunion dans mon pays. Comme ça, les pays partenaires, Zambie, Angola, si d'autres pays peuvent avoir lieu, qu'ils viennent dans mon pays. Comme ça, qu'ils viennent me trouver. Et là, j'aurai le temps de consulter des experts et de consulter des juristes, de faire des consultations, parce que nous ne voulons pas... Vous pensez qu'il a été pris à pied levé? Ben, je ne pense pas, parce que c'est quand même le président de la République. Ce n'est pas un projet qui en fait, on l'a appelé après 24 heures. Non, je ne pense pas. Après son match, non, je pense que ça date de longtemps quand même. C'est quand même le président de la République. Il a tout un cabinet, il a un directeur du cabinet, il a le ministre, il a le ministre des Transports, il a Jean-Pierre Bemba. Je pense que tous ces gens-là étaient au courant de ces projets-là. Vous voyez, moi, je pense que le président Tshisekedi devait vraiment peser pour exiger beaucoup. Je ne sais pas ce qui a été dit, nous n'étions pas là, et je ne sais pas ce qu'il avait proposé, mais il doit juste comprendre qu'il est vraiment le joker. Il est vraiment, en fait, c'est lui qui pèse pour que ce dossier-là tienne. Okay. Donc, il doit vraiment exiger beaucoup pour le bien-être des Congolais. Alors, quel impact aujourd'hui pour ce dossier du corridor de Lobito à l'échelle internationale comme nationale? D'abord, parlons de l'impact de ça sur le plan économique. Par exemple, pour les Congolais, la première des choses, ça peut favoriser ce qu'on appelle l'accès à l'emploi. Je vous donne l'exemple, c'est faire un grand projet aussi comme ça, des corridors Lobito, qui nécessitent le chemin de fer. On a besoin des main-d'œuvre. On a besoin des gens qui ont des muscles, tout ça. C'est là, en fait, je peux faire appel au ministre de la Justice, en fait, qui ne cesse de parler de peine de mort capitale, que prenez ces Koulouna-là. On va y arriver. Envoyez-les, si ce projet va réussir, envoyez-les pour qu'ils travaillent là-bas. Vous voyez, qu'ils se fassent former, qu'il y ait une agence de placement qui vont former ces gens-là, qui vont leur parler de ces projets-là et leur dire que vous partez pour travailler pour le bien-être du Congo. Le problème avec le Congo, c'est que les gens qui, en fait, occupent le poste public ne savent pas qu'ils travaillent pour l'État. Ils ne sont pas formatés pour leur dire que non. Mentalement. Ils ne sont pas formatés. Vous voyez. Regarde, si vous êtes engagé au gouvernement canadien, on va vous répéter chaque jour, vous travaillez pour les intérêts du Canada. Et on vous apprendra l'hymne national. Il y aura des formations. Vous serez surveillés. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas trahir le pays. Vous voyez. Et si vous trahissez, vous avez une peine. Ben écoutez, c'est une haute trahison. C'est la trahison, c'est une tragédie. C'est là, en fait, on peut parler de peine de mort. S'il y a une trahison, parce que tu trahis ton pays. Vous voyez. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un projet sur le plan économique, ça peut faciliter l'accès à l'emploi aux concitoyens, d'abord au peuple congolais. Deuxième de choses, ça peut avoir une influence positive sur les recettes fiscales. Troisième de choses, oui, c'est bon qu'on ait le minerai, qu'on ait un sous-sol riche, mais il faut l'exploiter. Si nous, les Congolais, nous n'avons pas l'intelligence, nous n'avons pas développé l'intelligence artificielle d'exploiter en fait le minerai du Congo, ben écoutez, on peut faire alliance avec les gens qui ont cette intelligence, qui ont cette vision, de leur dire, écoutez, vous venez avec la vision, nous mettons la provision, et aussi on peut négocier de sorte que, écoutez, hey, Elon Musk, il faut qu'il y ait ton bureau de création de Tesla au Congo. Ben oui, c'est un projet. Ça serait une condition sine qua non. C'est un projet gagnant-gagnant. Ah bon. Joe Biden, vous voulez que je signe ce projet? Regardez ce que moi je vous propose. Il faut que Apple ait sa représentation au Congo, afin que je crée les emplois à mon peuple. Vous pensez que le président de la République a cette autorité d'imposer des conditions pareilles? Ben écoutez, en termes de la souveraineté, les États-Unis n'est pas le grand frère du Congo. En termes de la souveraineté, le président du Congo, Tshisekedi, est au même pied d'égalité que les États-Unis, Joe Biden. Il n'est pas son petit frère, en âge physiquement ou en âge, mais en termes de souveraineté, ce sont les homologues. Vous voyez, il ne peut pas avoir peur de dire au président Joseph Robinette Biden, regarde ce que moi je veux, oui, je vais signer tous ces accords-là, regarde en retour ce que je veux. On doit signer aussi qu'il y ait toute une usine de fabrication de Tesla
admettons, au Congo. Je veux qu'il y ait toute une usine de fabrication des appareils Apple au Congo. Je veux ça. Pourquoi je veux faire ça? Pour aussi créer les emplois pour mon peuple. Vous voyez? Ouais. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous avons des accords ACEUM, États-Unis, Canada, Mexique. Ouais. Tous pays qui sont proches, ils peuvent faire des accords. Ça, c'est tout à fait notion des accords. Déjà, pour la Coupe du Monde qui Voilà. va venir bientôt, là, ça va être joué dans ces 3 pays. Voilà. Ce sont des accords gagnant-gagnant. Ce sont des accords économiques. Ce n'est pas un péché. Le président peut le faire. Mais j'aimerais juste que vraiment qu'il consulte d'abord, des experts en projet, pareil, des juristes, réfléchir profondément. Quels seront les intérêts du peuple congolais? Et nous devons en être bénéficiaires, si je peux vous le dire, même à 70%. Certains pensent que ça peut même faire décoller l'économie du pays. C'est possible. Tout est possible. Il faudrait juste légiférer, verrouiller ces projets-là, ne pas permettre aux partenaires étrangers de gagner plus. Je répète, la raison pour laquelle le corridor de l'Obito aura lieu, c'est parce que les minéraux sont au Congo. C'est nous qui avons la maquette, c'est nous qui avons les potentiels, c'est nous qui avons la richesse. Et nous devons bénéficier plus. Admettons, je viens vous présenter un grand projet, un projet qui peut faire beaucoup d'argent, et c'est toi qui as de l'argent. Mais écoutez, c'est vous qui avez de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent répond à tout. Bien mais sûr. vous pouvez me proposer ce que vous voulez. Même si je gagnerais 30% à vie, j'accepterais. C'est là des pensées de l'influence que vous avez envers moi. Donc, on va finir avec ce dossier du corridor de l'Obito par une question. Aujourd'hui, si le corridor de l'Obito, le gain du corridor était comme un gâteau, comment le partageriez-vous? Ben écoutez, je prendrais une grande partie pour le Congo, peut-être Combien? 60%. OK. Laisser 15% aux Angolais, 15% aux Zambiens, et puis on remet 10% aux Américains. Moi, je pense 60%. Ça serait tout. Je prends 60% et en termes d'employabilité, je prends donc c'est-à-dire tout ce qui revient comme bénéfice, Ouais. je serai toujours à 60 ou 70%. Pourquoi? Parce que tout vient de moi. Même les investisseurs qui viendront, ils viendront parce que le minerai viendra de chez moi. OK. Donc même les emplois qui seront créés parce que le minerai viendra de chez moi. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il est important que nous puissions exiger plus. Que vraiment les Américains, les Angolais, les Zambiens comprennent que c'est nous qui avons la matière. Et il faut comprendre que la politique n'a pas d'âme. La politique, c'est le monde des intérêts. C'est les intérêts. Ce C'est sont ça. les intérêts. Vous voyez? La politique, c'est vraiment les intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, Joe Biden n'allait pas se déplacer. À 50 jours de la sortie de la Maison-Blanche, vous voyez qu'il se déplace. Donc, c'était l'ordre du jour, c'était parler. Et ça, c'est même une guerre économique avec la Chine. Vous voyez? C'est une guerre économique avec la Chine. Parce que, pour vous dire, vous allez voir qu'aujourd'hui, la Chine est parmi le pays le plus puissant économiquement du monde. Je pense même le premier pays puissant économiquement du monde avec Alibaba, tout ce qui se passe là, les ventes, tout ça. Parce que la Chine, en fait, a beaucoup aussi investi, entrepris en Afrique. L'Afrique est l'avenir de demain sur le monde entier. Tous les continents, Océanie, Amérique, Europe, Asie, le savent, que l'Afrique peut nourrir le monde entier. Et particulièrement, la plus grande richesse viendra du Congo. Alors, nous allons passer à notre deuxième sujet, qui est le discours de l'état de la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez-vous suivi? Je l'ai suivi, j'ai suivi des grandes lignes. D'abord, je lui félicite beaucoup. Je suis fier. D'abord, c'est un grand orateur. J'ai vu que j'ai suivi, il ne lisait pas. Je ne sais pas s'il y avait... Il a gardé les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y avait, il lisait, mais on ne pouvait pas voir cette feuille-là. Ouais. Mais il ne lisait C'est pas. une feuille qui est virtuelle. Voilà, je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est que nous, on a vu, il ne lisait pas. Donc, du coup, Mais ce n'est pas la première fois. Du coup, c'est pas la première fois. nous avons le Congo a un président qui est un grand orateur et qui a un nombre de verbes. Okay. Donc, il était éloquent, il a bien parlé. Je parle plus de bien parler, mais je pense qu'on va rentrer dans le fond. On va rentrer dans les fonds. Le fait que son discours puisse commencer par l'entonnement de l'hymne du parti, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si vous avez... Je l'ai suivi, j'ai vu quand il est entré, c'est le parti IDPS qui était entré. Et les deux chambres étaient debout. Les deux chambres étaient debout. Écoutez, c'est là où, en fait,
En fait, les partisans des différents partis politiques doivent faire la différence entre quand leur président, leur autorité morale est dans une institution étatique et quand ils sont dans les sièges de leur parti politique. Nous pouvons permettre cela si c'était fait, si que le président Tshisekedi était à l'imiter, en train de parler à l'imiter. Nous pouvons comprendre cela. Mais être dans une grande institution Dans l'hémicycle. étatique, hémicycle Mm. de le noble comme Palais du palais du peuple. peuple et chanter l'hymne national de l'UDPS, je pense que ça relève de l'autorité en fait de l'actuel président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, d'interdire cela. D'interdire cela pour dire qu'on n'est pas un parti État. Pour dire que quand IDPS vient, on va commencer à chanter l'hymne national de IDPS alors qu'il y a l'hymne national du Congo. Vous voyez? Donc, ils pouvaient faire ça s'ils étaient à l'imiter, mais pas au palais du peuple. Vous étiez estomaqué? Ben écoutez, pas vraiment estomaqué parce que je sais que le Congolais, il tombe facilement dans le fanatisme. Le Congolais, il tombe facilement dans les ils aiment ça facilement, ils peuvent tomber dans l'idolâtrie, essayer d'adorer une personne, d'adorer l'autorité morale. C'est ce qui n'est pas bon dans ce sens-là. C'est ce qui fait même que le président change de position pour rester à vie. Hein. Exactement. Écoutez, il y a l'ivresse du pouvoir. Hein. Mais c'est finalement, quand vous nomme que vous soyez président du Congo, Ouais. juste les honneurs que vous aurez la première journée, tu vas dire non, non, je ne sortirai pas d'ici. Monsieur Philémon, regarde, moi j'ai eu la grâce une fois Oui. d'être reçu par une des autorités. J'ai vu comment on m'escortait avec. Ouais. Mais écoutez, Vous êtes dit, mais écoutez. c'est ça, c'est la bonne vie, là. Non, franchement, franchement. Ah, Donc, ce ouais. sont des choses comme ça qui fait pousser même le président si À briguer un troisième mandat. à briquer un troisième mandat, à faire changer la constitution en sa faveur, si en fait il veut être influencé par ça. Mais moi je pense que l'endroit n'était pas idéal, n'était pas noble pour que le partisan de l'UDPS puisse chanter l'hymne national de l'UDPS à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ça, ce n'est pas du tout bon. Je pense qu'ils peuvent rectifier cela. Et moi, je suis même d'avis, le secrétaire général de l'UDPS actuel peut passer à la télé pour demander pardon. Et il n'a pas fait ça, donc c'est passé comme ça, simple. Et puis ça Et va pas ça nuit même les valeurs de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique noble. L'UDPS, le fondateur de l'UDPS, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est une personne dont nos pères nous parlent tellement du bien de lui. C'est une personne en fait, qui ne renonçait pas à ses valeurs. C'est une personne qui a frôlé la mort plusieurs fois à côté de Mobutu, mais il n'a jamais renoncé à ses valeurs, vous voyez. Donc je pense que ceux qui sont le partisan, les dirigeants de l'IDPS actuellement, ils doivent emboîter les pas, marcher sur le pas du fondateur de ce parti royal IDPS. Alors, le président, dans son discours, il a prononcé beaucoup de choses. Certaines personnes ont trouvé son discours comme un discours électoral, comme quelqu'un qui venait pour conquérir un poste. Mais pendant que lui, il est déjà dans ce poste et il est président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, il est en son deuxième mandat et sa deuxième année. Alors, vous, comment avez-vous jugé cela? Écoutez, la politique, c'est aussi l'art de savoir se vendre. Dans la politique, il faut savoir se vendre. C'est pour cela que plupart des politiciens sont des bons orateurs. Ils peuvent vous emberlificoter, ils peuvent vous emballer dans un mensonge. Vous croyez et vous dites que ça, c'est couleur blanche alors que c'est vert. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est l'art. La politique, il faut savoir parler. Il faut être un bon orateur. Il faut séduire, en fait, son auditoire. Vous voyez? Donc, le président Tshisekedi ne peut que bien parler. Deuxième des choses, l'état de la nation, c'est un discours par lequel le président de la République, il vient, en fait, devant les deux chambres du Parlement réunies, devant le membre du gouvernement, tout ça, afin de rendre compte de ce qu'il a fait avec la nation depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Quels sont les exploits qu'il a fait depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Il a étalé ses exploits, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de l'entrepreneuriat, il a parlé de la mise en place de la grande compagnie Pepsi,
à Kinshasa actuellement, qui aussi a généré des emplois pour les Congolais. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, mais ce n'était pas un discours électoral pour séduire les gens à vous voter. Vous voyez? Il devait beaucoup plus parler des exploits qu'il a faits que de ce qu'il fera. Vous voyez? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et je pense qu'il a parlé aussi de ce qu'il a fait et il a parlé de ce qu'il fera. Dans le sens aussi que je pense, je suis convaincu, Impeto, je reste convaincu que le président Tshisekedi, allez, il a vraiment beaucoup de bonne volonté. Il a beaucoup de bonne volonté. Il a beaucoup de bonne Qu'est-ce qui volonté. l'empêche alors? Il a la vision de bonnes choses. La première des choses qu'il va lui trahir, c'est le temps. Le temps passe tellement vite. Le temps va lui trahir, admettons, quand il parle de création de la route de 38 000 Oui. Non, kilomètres. qui va En faire 4 11 ans, 000 l'année prochaine, en 2025. 4 ans, en 4 ans de mandat qu'il lui reste, il lui reste 4 ans. Je ne pense pas que ça soit possible. Déjà, en termes aussi de budget, c'est un projet qui peut valoir autour de 52 milliards de dollars, de 30 à 50 milliards de dollars. Vous voyez? En termes de moyens, en termes de temps. Vous voyez? C'est pour cela que la parole d'un chef est sacrée. C'est pour cela que oui, j'ai beaucoup aimé sa dimension d'orateur. Il parlait avec conviction. Mais nous, on ne veut pas de paroles, on ne veut pas de vaines paroles, on veut des concrétisations. Un politicien peut parler comme ça, mais il doit être conséquent de ce qu'il dit. Moi, je suis convaincu que le président Tshisekedi doit avoir des bons conseillers, qui doit évaluer tout ce que le président dit et qui doit faire le suivi de ce qu'il dit. Président, vous aviez dit à la moindre escamouche, vous allez réunir les deux chambres du Parlement, vous allez déclarer la guerre. Président, regarde ce qui s'est passé maintenant à l'Est. Président, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Est-ce qu'on peut revenir pour arranger cela? Ils ne reviennent jamais. Hein? Vous voyez, c'est ça que je dis. Il faut qu'il y ait tout un bureau qui fait le suivi des paroles du président. Des promesses Des promesses du président. J'ai beaucoup aimé quand il avait dit « je vais moi-même venir créer une résidence à l'Est. Ouais. Mais installé jusqu'à ce qu'il ait la paix. Bon, jusqu'à ce qu'il ait la paix. Bon, il a fait ça quand même, quelque temps, mais il ne sait pas... Il a fait ça? Bah, oui, je pense au gouvernement... Bon, pendant, je pense, un bon moment, il était à l'Est. Un bon moment? Oh, ben, je ne savais pas. Bon, pas un bon moment, mais quelques jours, quelques temps. Je ne dirais pas beaucoup de mois. C'était, je pense, quelque chose des semaines, une semaine ou quoi, mais il était à l'Est. Okay. Mais pas jusqu'à ce qu'il y ait la paix, parce qu'il n'y a jamais la paix à l'Est. Il n'y en a pas. Vous voyez? Dans ces sens-là. Donc, c'est-à-dire que je sais que c'est un politicien. Il peut vouloir séduire son auditoire. Vous savez, la femme belle qu'elle peut être, la femme est séduite par ce qu'elle entend. Les politiciens savent que leurs partisans seront séduits que par ce qu'ils entendent. Vous voyez? Et même le bon Dieu le sait. Avant que Dieu te donne le pain, il te promet d'abord le pain. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ça va de son discours, mais il faut qu'il y ait toute une commission qu'il peut élaborer, qui fait le suivi de ce qu'il promet, en fait que ce soit réalisé, pour qu'il ne soit pas passé pour un menteur. Vous voyez? Est-ce que vous Parce que pensez ces paroles sont sacrées. Aujourd'hui, la population est-elle fatiguée d'écouter les promesses de Félix? Parce que je vous rappelle qu'il y a un membre, je ne sais pas, un partisan du PPRD qui a écrit tout un livre comportant les promesses du président de la République qui n'ont jamais été réalisées. Ben écoutez, je pense que le PPRD ne peut pas s'hasarder non plus pour reprocher le président Tshisekedi sur les promesses, parce qu'eux-mêmes, ils étaient aussi au pouvoir. Ils savent en fait le méandre, ils savent tout ce qui arrive. Ils savent en fait le caprice d'être président de la République dans ce sens-là. Et oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de promesses que le président Tshisekedi a fait au peuple congolais qui ne sont pas encore réalisées. Ça, je suis conscient. Il a fait cela. Et moi, je me mets toujours à la place de ces joueurs-là qui est au terrain et qui est critiqué. Et je me dis, si je me mets moi-même à sa place, est-ce que je ferais mieux que lui? Vous voyez, je me mets toujours à sa place. Et aussi, je me mets aussi à la place que ce que je suis capable de ne pas faire, je ne peux pas le promettre. Vous voyez. Mais je vous dis, il reste un politicien. C'est ce que je vous dis que oui, les Congolais peuvent être... Les Congolais sont fatigués.
Les Congolais, D'écouter les ils promesses sont... du président de la Le République. Pas seulement d'écouter le problème du président de la République, les Congolais sont bourrelés des remords de la situation socio-économique Qui ne change pas. qui ne change pas et qui ne date pas seulement de Tshisekedi, qui a commencé depuis Mobutu, Avec l'espoir qu'avec Tshisekedi, les choses changeront. avec l'espoir qu'il y avait avec Tshisekedi, les choses changeront. Les Congolais sont fatigués de ça. Le taux de chômage est très élevé. Il y a des choses qui sont très prioritaires, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il se bat à son niveau. Et le président Tshisekedi, je suis convaincu qu'il manque aussi d'hommes. L'UDPS a une carence d'hommes. Une carence d'hommes formatés pour servir la nation. Si vous voyez aujourd'hui, le président Tshisekedi va donner mandat à M. Constant Mutamba comme ministre de la Justice. Parce qu'il n'a pas d'homme à l'UDPS. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Parce que Constant Mutamba, c'est un opposant. Oui, il était candidat même président. C'est un opposant. Oui. Je suis convaincu, impeto, parce qu'il manque d'hommes à l'UDPS. Mais est-ce qu'il manque vraiment d'hommes? Je ne suis pas non plus convaincu. Peut-être que le président fait mine de certaines personnes qui peuvent apporter un plus au pays. Mais est-ce que le parti lui-même, d'abord, ne peut pas former ses cadres, par exemple? C'est ce que je dis. Le cadre, peut-être les gens, il manque d'hommes, ça dit beaucoup. 1, des hommes bien formés. 2, des hommes de confiance. 3, des hommes qui peuvent marcher sur sa vision, qui peuvent exprimer, qui peuvent en fait matérialiser sa vision. Écoutez-moi, M. Philemon, il y a une seule chose un leader a besoin, c'est qu'on puisse matérialiser sa vision. Accompagner sa vision. Accompagner sa vision, matérialiser cela. Et aujourd'hui, ça c'est un mal de cœur que j'ai. Les gens aujourd'hui, ils aiment être assistants des grands leaders, ministres d'un grand leader, ministre d'un grand leader, vous voyez? Dans ce sens-là, ils ne savent pas que être ministre de la République, vous devez travailler plus que le président de la République. Être assistant d'un président de la République, être DIRCAB d'un président de la République, vous devez travailler plus que le président de la République. Palper du doigt les réalités. Exactement, il faut tâter la plaie. Et c'est là maintenant, le président sera fort. Un visionnaire, un leader peut avoir une vision qui est très bonne, mais il peut échouer à cause de la qualité des gens qui sont autour de lui. Un leader peut avoir une très bonne vision, mais il peut échouer à cause de l'incompétence des gens qui l'entourent. Parce qu'il n'est pas partout, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu pour tout contrôler. Il peut avoir sorti des fonds pour un domaine quelconque et qui n'est pas réalisé. Qui n'est pas réalisé. Mais on va lui donner des rapports qui ne tiennent pas du coq à l'âne. Vous voyez? Mais s'il a des bonnes personnes, c'est ça que je vous dis. UDPS, en son sein, il doit avoir l'absence d'hommes. Si vous voyez M. Vital Kamerhe être président de l'Assemblée nationale, il y a un problème de manque d'hommes à l'UDPS. Ah bon? Ah ben oui. C'est pas quelqu'un qui mérite d'être président de l'Assemblée nationale. Ben oui, c'est le moindre qu'on puisse donner à Vital Kamerhe. Il le mérite, c'est un monsieur très intelligent. Mais oui. Je parle de manque d'hommes dans le sens que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est quoi le but d'un parti politique? C'est l'acquisition le plus possible du pouvoir. Le président Tshisekedi, dans 4 ans, il doit partir. Il doit négocier sa sortie. Avant le changement de la Constitution, on ne sait pas qu'est-ce que ça va accoucher. Ben, écoutez, c'est un démocrate. Ouais. Le président Tshisekedi, c'est le fils de Tshisekedi Wamulumba. Bien sûr. Je pense qu'il aura les valeurs de son père. Bien sûr, on pense tous. Donc, il doit négocier sa sortie. Il doit avoir un dauphin. Il doit former quelqu'un pour être candidat de l'UDPS. Mais parlons du dauphin, là. Excusez-moi, je vous coupe pas la parole. Vous allez continuer tout à l'heure. Parlons du dauphin. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi avaient un contrat qui est jeté, je ne sais plus où aujourd'hui. Ben écoutez, on parle... Le dauphin de Félix Tshisekedi, ça serait directement Vital Kamerhe. Ben écoutez, je vais vous donner quelque chose. Ça, c'est en leadership, c'est ce que je dis toujours. Allez-y. En tant que leader, je dis, vous ne pouvez pas avoir un second, une personne qui vous fait ombrage. Qui vous barre la route. Exactement. Vous ne pouvez pas avoir un second, une personne qui vous fait ombrage, une personne qui vous fait montrer que je suis plus intelligent que toi.
Vous ne pouvez pas avoir un élève qui se passe pour un maître. C'est comme ça que je réponds à ta question. OK. Donc, c'est ça, c'est là où je reste convaincu que le président Tshisekedi doit négocier, en fait, sa sortie. Et l'UDPS doit, soit il y a des hommes compétents, mais que le président Tshisekedi doute de leur honnêteté. C'est comme Kabila qui a dit qu'il n'y avait pas autant d'hommes autour de lui. Exactement. Mais c'est le souci de tous les leaders, l'absence d'hommes. Mais c'est finalement quand vous, même dans votre structure ici, Oui. si vous-même vous n'êtes pas là, Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent prendre qui le peuvent relais. vous représenter valablement. Et sans prophétie, dans 3 mois, tu peux fermer la porte. Tu peux fermer l'entreprise. Vous voyez? Le problème du président Tshisekedi, c'est l'absence d'hommes qui peuvent interpréter intégralement sa vision, qui peut lui servir sans intérêt, avec un cœur pur. Je vous répète que si vous voyez certaines nominations au gouvernement, certaines personnes ne sont même pas des l'UDPS foncièrement. Ce sont des gens qu'il a repêchés comme ça. Qu'il a pris, il donne un poste. Pourquoi? Parce que l'UDPS, est-ce qu'il y a une fracture à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas? Les gens ne croyaient pas un jour arriver là où ils sont aujourd'hui, à l'échelle où ils sont aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas se préparer pour une éventualité comme on le voit aujourd'hui. Ou quoi? Qu'est-ce qui manque à l'UDPS? L'homme se découvre devant l'obstacle. Lorsque l'opportunité, la plus grande richesse que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est l'opportunité. Et M. Philémon, il ne faut jamais, jamais se donner la chance de rater l'opportunité. Bien sûr. Devant les opportunités, il faut sauter dessus. Saisir. Il faut saisir, il faut la saisir. Vous voyez? Donc c'est très important. L'UDPS a une opportunité de nous prouver, après son mandat, après le 2e quinquennat du président Tshisekedi, qu'il a fait un bon travail. Ils doivent soutenir le président Tshisekedi. Soutenir, l'Union sacrée doit soutenir le président Tshisekedi. Vous voyez, il y a plateforme Union sacrée. Écoutez, c'est mélange des personnes qui ont envie d'être président de la République. C'est l'ensemble des leaders qui envient le poste du président Tshisekedi. Et comme je vous dis, la politique n'a pas de cœur. Ouais. Dans la politique, les politiques sont prêts à tout pour sauver leur image. Prêts à tout. La politique n'a pas de cœur. La politique n'a pas de compassion. La politique est prête à tout pour sauver son image. Et je pense que le plus grand problème... Le président Tshisekedi, c'est... Je reste convaincu, c'est une bonne personne. Je reste convaincu. Je reste convaincu, c'est un enfant de Dieu. Je reste convaincu, c'est une personne qui a une bonne volonté. Mais jusqu'à date, je suis aussi convaincu, il lui manque, allez, je peux dire de fils, de gens qui peuvent épouser sa vision, les gens qui peuvent lui représenter, les gens avec qui il peut négocier la sortie. Parce que le pouvoir se négocie. L'entrée comme sortie. Bon, puisque vous parlez de négociation de pouvoir, de l'entrée comme de sortie, si je devrais me tenir aux paroles du secrétaire général Augustin Kabouya, qui dira en son temps que Kabila a regardé, il a trouvé le parti le plus sérieux qui était l'UDPS, à qui il a offert le pouvoir. Est-ce que Kabila, aujourd'hui, là où il est, il se plaint, il regrette d'avoir donné le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi? Je suis convaincu que Kabila n'a pas donné le pouvoir au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est devenu président après les élections. C'est le secrétaire général qui l'a dit. Hein, écoutez, je ne suis pas dans sa vision. Je regrette d'ailleurs que ça sorte de lui. Le président Tshisekedi est au pouvoir après les élections. Il y a eu passation du pouvoir, alternance politique. Et là, j'acclame le président Kabila d'ailleurs pour cette humilité-là, d'accepter l'alternance politique. Parce que les gens avaient en tête qu'il est un dictateur. Pour une première fois. Pour une première fois. Il est le père de l'alternance politique. Il n'est pas dictateur. Hein. Les gens pensaient qu'il ne le fera pas. Il n'est pas dictateur. Les gens pensaient qu'il n'y aura pas les élections. Il n'est pas dictateur. Mais écoutez, être dictateur, écoutez, même si tu peux être dictateur de toi-même, mais dès que tu gères la chose de l'État, il faut enterrer la dictature. OK. Vous voyez? Moi, je peux être, oui, il y a des choses dans ma vie, oui, je peux
user la dictature. Ouais. Mais dès que je commence à gérer la chose commune, je dois me rendre compte qu'il y a des autres que je dois écouter. Je ne dépends pas seulement de moi-même. Je suis en train de gérer la chose dont on m'a transféré le pouvoir, on m'a mandaté. Vous voyez? Dans ce point-là, il était pacifique, il a fait l'alternance. Moi, je reste convaincu, Ouais. il y avait les élections, c'est le président Tshisekedi qui avait gagné les élections, il y a eu alternance politique, et je suis estomaqué. Kabouya doit revenir se justifier sur ça. Moi, en mon sens, il peut s'excuser. OK. Alors, voyez-vous un dauphin, quelqu'un qui peut, parmi tous ces gens qui entourent le président de la République, qui peut vraiment prendre le flambeau et le lever plus haut? Je ne le vois pas encore. Vous ne le voyez pas? Je ne vois pas encore le dauphin du président Tshisekedi. Et je suis sûr qu'elle lui-même n'a pas encore trouvé. OK. Bon, pour terminer avec vous, M. Rudi Kamalenga, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président de la République? Est-ce que c'est convaincant ou il doit revoir sa manière de se prononcer à la nation? Ben écoutez, la manière de convaincre, comme un père de famille, vous savez qu'un père de famille ne peut pas pleurer même lorsqu'il y a la crise dans sa famille. Moi, en tant que père de famille, même si je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas montrer à mes enfants la tristesse, sinon ça va les affecter. Donc, c'est-à-dire, en tant que leader, je dois garder une bonne mine. Même si le Congo passe par des crises de frontières sur l'intégrité territoriale, crise économique, crise sociale, la pluie, tout ça, les problèmes urbains, inondations, tout ça, le président de la République, en tant qu'un père de la famille, garant de la nation, il ne doit pas afficher l'apparence de la tristesse. Il doit rester serein, comme il a été lors de son discours de l'état de la nation. Il doit rester positif, il doit parler la tête haute. Et c'est très important, ça influence, ça peut donner l'espoir au peuple congolais que nous avons quelqu'un de déterminé. Imaginez s'il venait devant les gens en train de pleurer, je ne sais pas ce qui arrivera à l'Est, je ne sais pas ce qui va arriver à l'Est, je ne sais pas ce que je ferai du Congo. Écoutez, les gens diront, mais quel genre de président que nous avons? Vous savez qu'il avait dit quelque chose quelque part, il a dit, il avait dit une phrase comme ça. Ouais. Écoutez, moi en tant que leader, j'aime beaucoup le président Tshisekedi, mais en tant que leader, ce sont des phrases qu'un père doit éviter. Il doit rester optimiste, que ça ira, ça va aller. C'est vrai qu'il n'amènera pas le Congo très haut, il ne va pas amener le Congo, ça soit Allemagne actuellement, comme il avait dit, mais dans le 4 ans qui reste, il peut faire de grandes choses. 4 ans, c'est beaucoup. 365 jours x 4, c'est beaucoup. Merci beaucoup, M. Rudi Kamalenga. Je vous en prie. Et on se revoit à la prochaine. Merci. Ok. Je suis mission. Et aujourd'hui, les Congolais, c'est que